Pour le moment, nous avons conservé en partie notre formule gagnante de la semaine dernière, c'est-à-dire il y a Jean-Denis Caron, professeur à l'ESG, à l'UQAM, qui est avec nous. Monsieur Caron, bonjour. Bonjour. Et également Germain Belzile, qui est à nos côtés cette fois-ci. Monsieur Belzile, qui est chercheur à l'Institut économique de Montréal, également professeur à HEC Montréal. Bon, la dernière fois que Nicolas Marceau a déposé sa mise à jour, il a bien précisé qu'il contrôlait bien ses dépenses, mais que l'entrée des revenus, c'est là que ça causait peut-être un peu plus de problèmes. Maintenant, pour ce deuxième budget, à quoi vous attendez pour qui va être présenté dans les prochaines minutes? Bon, écoutez, ça va être un budget d'équilibriste. Ce dont on s'attend du Parti québécois, c'est qu'il nous présente un budget de gouvernement majoritaire. Présentement, à Québec, il y a consensus sur le fait qu'il va y avoir une élection très tôt après le budget, ce qui implique qu'aucun parti d'opposition, peu importe ce que dans le budget, va être intéressé à le soutenir. Donc, on est dans une situation où le gouvernement du Québec va d'abord vouloir montrer qu'il continue dans la lignée de la rigueur budgétaire. C'est exactement ce à quoi M. Marceau nous a habitués. Et d'autre part, on va vouloir aussi faire un budget qui est électoraliste et donc faire un certain nombre d'annonces, avec, dans certains cas, des fonds qui ont déjà été prébudgétés au budget précédent. On s'attend à on s'attend à ce qu'on demande peu d'efforts de la part du contribuable. Dernier budget, on avait augmenté les taxes sur les cigarettes, on avait augmenté les taxes sur l'alcool, on avait établi un nouveau palier d'imposition. Donc, je pense que le Parti québécois, cette fois-ci, va mettre la pédale douce au niveau des mesures de revenus et va y aller avec les dépenses. Donc, pour reprendre les termes de M. Flaherty, un budget qui pourrait être peut-être moins plate que celui du fédéral? Peut-être, mais en même temps... en tout cas, je ne m'attends pas à des miracles avec ce budget-là. Je suis extrêmement déçu qu'on n'ait pas un retour à l'équilibre. On va donc continuer à s'endetter. Mais ceci étant dit, si on retourne un petit peu dans le passé, on nous avait promis un retour à l'équilibre, et là je parle du dernier budget Bachand, en demandant une contribution à la hauteur de 38 de la part des contribuables et 62 de la part du gouvernement. Et puis, à date, d'après nos calculs, la contribution des contribuables, c'est plutôt de 44 puis celle du gouvernement, par rapport au plan budgétaire de l'époque Bachand, c'est zéro. Il n'y a pas eu vraiment de compression des dépenses par rapport au plan qu'on avait fait à cette époque-là. Alors, moi, je m'attendrais, ou en tout cas, j'espérais une compression beaucoup plus importante des dépenses, ou une vraie compression, en fait, des dépenses actuelles. D'accord. On va s'arrêter le temps d'une pause commerciale en attendant que Nicolas Marceau, du moins on l'espère, se prépare. Alors, on fait une petite pause de quelques minutes. De retour à notre émission à la une, alors qu'on attend toujours le discours du ministre des Finances, Nicolas Marceau. On poursuit notre discussion avec nos invités. Monsieur Belzile, juste avant la pause, vous disiez que vous attendiez à des compressions. Ma collègue Sophie Lemieux a évoqué certaines pistes de solutions, notamment les garderies et également peut-être aller chercher de l'argent supplémentaire dans le carburant. C'est pas vraiment des compressions. Non, mais au niveau des compressions, vous voulez... Ben, moi, je pense qu'on approche du moment où on va devoir faire des choix. Il va falloir qu'on choisisse le panier de biens et de services qu'on va recevoir de l'État. On n'est malheureusement pas rendu à ça dans le discours public. Et puis, ça m'étonnerait que dans la prochaine campagne électorale, on en discute aussi. On va plutôt parler de cadeaux électoraux. Mais malheureusement, je pense qu'on reporte un problème qui est un problème auquel il va falloir qu'on s'adresse rapidement. Il va falloir en fait, on vit au-dessus de nos moyens, à mon avis. Alors, on a une dette publique. Quand on regarde tout le secteur public québécois, la dette dont le gouvernement est garant, par exemple, c'est plus de 260 milliards de dollars. On va avoir des chiffres frais bientôt. Là, mais c'est une dette qui est immense. On est bien plus endetté que le restant du Canada, par exemple. Quand on est la province la plus endettée de loin. Et puis, malheureusement, on ne prend pas vraiment les moyens pour régler ce problème-là. C'est pas juste en allant de façon cosmétique, en réduisant le taux de croissance des dépenses. Il va falloir qu'on fasse des choix plus profonds que ça, à mon avis. Mais Nicolas Marceau, hier, l'a dit, il n'y aura pas de hausse de taxes, il n'y aura pas de coupure dans les services, mais quelque part, si on veut atteindre ce fameux équilibre budgétaire qui demeure encore fragile pour 2015-2016, il y a quelque chose quand même qui va devoir se passer, soit qu'il va y avoir une entrée d'argent phénoménale quelque part, ou soit que justement, on va mieux gérer l'argent. Écoutez, le fin mot de l'histoire, c'est que le déficit zéro et l'équilibre budgétaire à court terme, comme dit l'annonce, si ça existait, on l'aurait. Pour l'instant, c'est à toute fin pratique impossible de revenir à l'équilibre budgétaire, du moins en raison des contraintes politiques auxquelles le ministre Marceau est sujet. Là, présentement, on a des prévisions de revenus pour le gouvernement du Québec qui sont très ambitieuses. Et il y a des écueils qui arrivent, là. Il y a des écueils à l'horizon. D'abord, on espère avoir 2 de croissance économique au Québec là, pour l'année qui s'en vient, 2014-2015.
c'est loin d'être clair qu'on va avoir ça, et le secteur privé n'est pas aussi optimiste que ça. Deuxièmement, les investissements résidentiels au Québec sont les investissements décroissent. Il y a un ralentissement dans l'investissement résidentiel, et Ottawa s'en va a annoncé son intention de mettre des nouvelles mesures pour restreindre l'accès aux hypothèques. Donc ça, le gouvernement du Québec, on s'attend à ce qu'aujourd'hui, il y ait un message qui soit lancé au ministre Flaherty. Aussi, on a mis des cibles d'exportation à moyen terme jusqu'à 30 de notre PIB qui sont très, très élevés. Donc, au niveau des revenus, ça ne m'étonnerait pas que ce qu'on ait fait au ministère des Finances, c'est surestimer un petit peu les revenus. Maintenant, au niveau des dépenses, bien que le vérificateur général du Québec ait déjà dit au gouvernement du Québec qu'il restait 1,1 milliard à trouver de compression et que le vérificateur ne réussit pas à trouver où se trouve ce 1,1 milliard-là, reste que le vérificateur a aussi, dans une certaine mesure, louangé le gouvernement dans son rapport en disant que les efforts qui avaient été faits étaient colossaux dans les coupures ou les gels de dépenses dans les ministères et que le Parti québécois, pour la première fois depuis 10 ans, a respecté ses cibles de dépenses. L'inquiétude du vérificateur, c'est à savoir si le Parti québécois va être capable de continuer à respecter ses cibles de dépenses et c'est le ministre Marceau qui va nous l'annoncer aujourd'hui. Donc, le vérificateur parlait de projets ambitieux si le gouvernement souhaitait atteindre l'équilibre budgétaire en 2015-2016. Donc, vous n'y croyez pas? Est-ce que c'est ce que je dois comprendre? Parce que vous avez dit que l'équilibre budgétaire ne sera pas... La croissance est faible. Les prévisions de revenus sont mitigées. Une grosse partie des dépenses de l'État, c'est de la masse salariale. C'est difficile à compresser. Là, il y a des grosses négociations qui s'en viennent au gouvernement du Québec. Entre autres, les médecins demandent beaucoup à Québec. Et là, ça va être un bras de fer entre le Conseil du Trésor et les médecins pour savoir quel type d'augmentation salariale on va leur donner. Et ça, c'est loin d'être réglé. On veut limiter le taux de croissance des dépenses en éducation à 1,1 par année, ce qui serait une limitation historique. Si on le fait, c'est des croissances, c'est des coupures énormes. Donc, il faut trouver où couper. Il y a le chiffre et il y a ce qu'on fait sur le terrain. On dit que Nicolas Marceau prend la parole. On va l'écouter un petit peu. Je dépose également le plan budgétaire et les documents l'accompagnant. Est-ce qu'il y a consentement pour le dépôt des documents? Consentement. Est-ce que, Monsieur le ministre des Finances, avez-vous d'autres documents sur lesquels vous voudriez demander? Ils sont tous là? Ils sont tous là. OK, merci. Alors, le consentement est donné. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, le budget 2014-2015 est le budget d'un gouvernement en action. Un gouvernement qui agit résolument en faveur de la prospérité, de la solidarité et de l'identité de tous les Québécois. Un gouvernement qui agit pour contrôler les dépenses et faire bénéficier tous les Québécois de finances publiques bien gérées. C'est également le budget d'un gouvernement qui agit différemment en misant sur des initiatives cohérentes ouvrant la voie de l'avenir. Avec le budget 2014-2015, Monsieur le Président, le gouvernement agit pour assurer la prospérité. En novembre 2012, 2 mois après son arrivée au pouvoir, le gouvernement déposait son premier budget. Avec ce premier budget, le gouvernement présentait la vision économique qu'il proposait aux Québécois. Cette vision était d'abord fondée sur la création d'emplois, véritable moteur de notre prospérité collective et individuelle. Et pour créer des emplois, il fallait augmenter les investissements. Je suis heureux de pouvoir dire qu'il n'y a jamais eu autant de Québécois au travail dans toute notre histoire. On comptait en effet le mois dernier 4 058 000 emplois au Québec. L'économie québécoise a créé 47 800 emplois en 2013, ce qui représente la meilleure performance en 3 ans. Le taux de chômage est à son niveau le plus bas depuis la récession de 2008-2009, soit 7,6 % en 2013. Le taux de chômage devrait continuer de reculer et passer à 7,4 % en 2014. Je suis également heureux de souligner la reprise des investissements au Québec. Les investissements des entreprises québécoises ont augmenté de 12 % en 2012 et de 1,7 % additionnel en 2013, ce qui a porté leur valeur à 35,4 milliards de dollars en 2013. L'année 2012 a été bonne, l'année 2013 a été encore meilleure. L'augmentation de l'investissement des entreprises a notamment permis une remontée du stock de capital dans le secteur manufacturier, c'est-à-dire la valeur des machines, des équipements et des bâtiments mis à la disposition des travailleurs. Il s'agit donc d'une bonne nouvelle, mais cela ne veut pas dire que nos efforts soient terminés.
Malgré cette hausse des investissements non résidentiels, le stock de capital dans le secteur manufacturier n'a pas encore rejoint les niveaux observés avant la récession. Nos efforts commencent donc à porter fruit et notre croissance économique s'améliore. En novembre dernier, nous avions prévu une croissance du PIB réel de 0,9 % en 2013. Je suis heureux de vous annoncer que cette croissance aura été plutôt de 1,2 % en raison notamment de l'augmentation de nos exportations. Et cette croissance devrait monter à 1,9 % en 2014 et en 2015, selon des prévisions conservatrices. Il s'agit également d'une hausse par rapport aux prévisions antérieures. Monsieur le Président, comme le gouvernement le soulignait avec force dans le dernier budget, les investissements sont la clé de la création d'emplois et de la prospérité future. Pour ce qui est des investissements publics, il fallait au préalable remettre de l'ordre dans la gestion de l'ancien gouvernement. Donc, nous écoutons tout de suite mon collègue Alain Laforêt. Maître chez nous, il prévoit des augmentations de tarifs dans les garderies, donc ça aura un impact sur les familles. Dès septembre, 8 $, septembre suivant, 9 $, un impact de 260 $ par année. Également, le gouvernement du Québec veut réduire le nombre de commissions scolaires pour récupérer en 5 ans 125 millions de dollars. Comme pour les restaurants, dès septembre prochain, les propriétaires de bars et de restos-bars devront fournir une facture électronique pour tous les achats. Également, lorsque vous effectuerez une construction ou une rénovation de votre domicile pour un contrat de plus de 25 000 $ et plus, l'entrepreneur en construction devra obtenir un certificat d'habilitation de Revenu Québec. Avec ces mesures, le gouvernement du Québec espère aller chercher 60 millions supplémentaires en évasion fiscale. Également, comme il y a eu les tragédies de l'Île Verte et de Lac-Mégantic, le gouvernement du Québec adopte une mesure de 4 millions de dollars pour les pompiers volontaires. Également, il donne une orientation très précise qu'il veut revoir l'ensemble du financement du réseau de la santé, particulièrement pour les centres hospitaliers qui seront dorénavant payés en fonction du nombre de patients qu'ils accueillent, également en fonction des services qu'ils offrent. Nous aurons plus de détails un peu plus tard. Donc, vous venez d'entendre mon collègue Alain Laforêt à Québec qui suit présentement ce discours de Nicolas Marceau. Donc, évidemment, Alain Laforêt qui a eu accès aux documents lors du huis clos pour ce budget. Nous pouvons peut-être poursuivre la discussion avec nos invités puisque les premières données sont déjà sorties. Peut-être première constatation concernant les garderies à 7 $, il y avait déjà plusieurs rumeurs qui laissent entendre que ces tarifs augmenteraient. Donc, les tarifs qui augmentent, que c'est confirmé, ça augmente à 8 $ dès le mois de septembre. Donc, peut-être une mesure qui est raisonnable, 1 $ de plus pour les frais de garde par jour. Mais écoutez, le gouvernement, via nos taxes, paie déjà plus de 40 $ à chaque jour. Alors qu'on demande une contribution un petit peu plus élevée de la part des gens qui en profitent, je pense que c'est quelque chose qu'il faut applaudir. Que ce soit seulement 1 $ maintenant, ça me paraît un peu modeste, surtout avec les problèmes budgétaires qu'on a actuellement. Ceci étant dit, on table pour 2014-2015 pour une augmentation des revenus de 4,2 %. On a moins de 2 % d'inflation actuellement, on n'a pas de 2 % de croissance, donc on augmente le fardeau fiscal en pourcentage du PIB nominal, on continue à l'augmenter encore. Et c'est ce qu'on fait depuis plusieurs années, en fait. Donc on taxe. Dans le fond, l'effort, il vient beaucoup des contribuables. C'est pas la croissance naturelle de l'économie, là. On est en train de vraiment augmenter la contribution des payeurs de taxes. Monsieur Garon. Bien, écoutez, on vit dans un monde présentement où le taux de croissance de l'économie est faible. Là, et donc, il faut s'attendre encore, comme M. Marceau a dit, à des déficits pour cette année, pour l'an prochain. Je ne serais pas surpris qu'on en ait un pour l'année d'après. C'est un budget, ça ressemble beaucoup à ce que M. Marceau nous avait offert l'an passé ou en 2012. Vous savez, très peu de bonbons, très peu de mesures ciblées, comme par exemple des crédits d'impôt particuliers. Donc, c'est un budget qui va se présenter vite, où il y aura peu de bonbons ciblés. C'est un budget qui me semble
beaucoup moins électoraliste que ce que j'aurais pensé. Vous savez, $1 pour les garderies. Depuis la création du programme, ça augmente d'$1 par-ci, par-là, mais ça n'a pas augmenté à la même vitesse que l'inflation, probablement plus lentement. Donc, c'est le beau fixe en termes réels pour les garderies. Moi, ce que je remarque, c'est que on s'en va en élection et on parle d'emploi. Vous savez, un des meilleurs prédicteurs de la réélection du gouvernement, c'est le taux de chômage ou le nombre d'emplois dans l'économie. Donc, le message électoral que le Parti québécois essaie de nous envoyer aujourd'hui, c'est le suivant. Le Québec va bien. On a rarement eu autant d'emplois au Québec. Maintenant, on a beaucoup d'emplois. On veut qu'ils deviennent meilleurs. On veut des emplois payants. Et là, j'imagine que M. Marceau va nous donner davantage de détails sur les fameux secteurs stratégiques là, du gouvernement, l'électrification des transports, la politique industrielle, etc., qui va lui permettre de faire un certain nombre d'annonces dans les prochains mois. Mais donc, on a des emplois. Maintenant, ce qu'on veut au Québec, c'est que ce soit des bons emplois payants, et c'est la critique qu'on fait souvent au Québec, c'est celle de notre productivité. D'ailleurs, ça a été le talon d'Achille du Parti québécois au cours de la dernière année. Guerre de chiffres sur la création d'emplois et est-ce des emplois à temps plein, à temps partiel. Beaucoup de critiques là-dessus. Et c'est ça, c'est quand même étonnant que ce thème-là revienne en ce début de campagne, alors que ça a peut-être été un peu le point faible du parti au cours de la dernière année. Bien, en fait, si on regarde l'évolution de l'emploi, oui, écoutez, la population augmente. Alors, c'est normal que l'emploi augmente peut-être à la même vitesse que la population. Donc, qu'il y ait une augmentation de l'emploi, ça va, mais quand on regarde la création d'emplois nets cette année, elle a été très, très faible au cours de la dernière année. Alors, je pense que ça m'étonne un peu, moi, qui mettent le doigt un peu là-dessus ou qui mettent un peu d'emphase là-dessus, là, parce que je pense que c'est pas quelque chose qui est... en tout cas, on n'a pas une performance étincelante au Québec. On va faire peut-être une pause, le temps de revenir à Québec, le temps d'écouter le ministre des Finances, Nicolas Marceau, qui présente toujours son budget. À la mise en œuvre de la future politique du sport, du loisir et de l'activité physique. Cette somme servira notamment au soutien des installations sportives et récréatives et à l'organisation d'événements sportifs internationaux ou pan-canadiens. Pour sa part, la Société des établissements de plein air du Québec a entamé la réalisation de 38 projets dans 11 régions du Québec, représentant un budget total de 16 millions de dollars. D'autres investissements représentant au total 15,7 millions de dollars sont à la phase de l'avant-projet. Monsieur le Président, le gouvernement a défini une troisième mesure phare en mettant immédiatement en œuvre des mesures fiscales pour stimuler les investissements des particuliers et des entreprises. Ces mesures fiscales ont pris effet dès leur annonce en octobre dernier. L'une de ces mesures, soit le congé d'impôt pour les grands projets d'investissement, a notamment appuyé le projet d'investissement de Ciment Mécanisme en Gaspésie. Ce projet est estimé à 1 milliard de dollars. Il entraînera la création de 2300 emplois durant la phase de construction débutant au printemps 2014 et de 400 emplois durant l'exploitation prévue à partir du printemps 2016. La même mesure a également contribué à attirer l'investissement de la compagnie Ericsson en juin dernier. Monsieur le Président, la quatrième mesure phare concerne les investissements dans le Nord québécois pour préparer l'avenir. Le Nord du Québec recèle un formidable potentiel de développement économique et social. Pour le gouvernement, il importe d'assurer une réalisation continue et prévisible des investissements nécessaires au développement du Nord. Le gouvernement mise sur une approche respectueuse de l'environnement et soucieuse des populations autochtones et non autochtones habitant ce vaste territoire. Cette quatrième mesure phare se déroule dans de bonnes conditions. La construction d'un chemin minier dans les monts Otiche est maintenant terminée. Le gouvernement a renégocié l'entente signée par le précédent gouvernement, ce qui a permis au Québec d'économiser 124 millions de dollars. Grâce à cette économie, il a été possible de soutenir la construction d'un nouvel aérodrome à accès partagé. D'autres investissements, totalisant près de 20 millions de dollars, sont confirmés dans des infrastructures destinées à former une main-d'œuvre qualifiée. Ces investissements seront principalement consacrés à la construction d'un centre multifonctionnel à Sept-Îles. Alors, on décortique toujours ce deuxième budget du ministre des Finances, Nicolas Marceau. Mon collègue Michel Girard est présentement à Québec. Michel, quelle analyse vous tirez de ce budget? Bien, moi, je trouve que le ministre Marceau est très optimiste. Écoute, son budget il est basé sur le raisonnement suivant. C'est qu'au niveau des revenus autonomes, quand on fait référence aux revenus autonomes, là, ce sont les revenus tirés
de l'impôt des particuliers, l'impôt des sociétés, la taxe à la consommation, etc., tout ce qui est vraiment, soi-disant, autonome, ben, il prévoit une croissance de ces revenus-là de 4,5 %. Et parallèlement à cela, il prévoit une hausse des dépenses de seulement 2 %. Donc, c'est ce qui permet, avec cet écart entre les revenus et les dépenses, un gros écart de 2 points de pourcentage, mais c'est avec ça que ça lui permet de prétendre qu'il va limiter son déficit lors du prochain exercice 2014-2015 à 1,7 milliard de dollars et qu'il va réussir à équilibrer son budget lors du prochain exercice 2015-2016. Alors là, le grand problème, est-ce que c'est réaliste? Bon, il faut dire que le ministre Marceau n'était pas fort dans ses prévisions il y a un an. On se rappellera qu'il nous avait prédit un budget qui était pour être équilibré au cours de l'exercice actuel, 2013-2014. Et puis, on se ramasse avec un déficit de 2,5 milliards. Alors, évidemment, on peut lui dire meilleure chance pour les prédictions à l'heure actuelle. Mais quand on voit comment il est optimiste avec ses revenus, moi, j'en doute beaucoup. Alors, c'est ça qui me fait dire, d'ailleurs, que sitôt après les élections, si jamais le Parti québécois est reporté au pouvoir, ben moi, j'attends incessamment, dans les semaines qui vont suivre, une nouvelle mise à jour de ces prévisions budgétaires. D'accord. Michel, je vous remercie beaucoup pour votre analyse. On vous retrouve peut-être un peu plus tard, ou du moins vous poursuivez sur LCN. D'accord, merci. Merci, au revoir. Alors, Michel Girard, qui est présentement à Québec, qui dit que c'est un scénario optimiste de Nicolas Marceau. Notamment, il a souligné le fait que les revenus autonomes, une croissance de 4,5 %. On va poursuivre un peu cette analyse avec nos invités, mais peut-être tout de suite deux réactions que nous avons, deux réactions politiques, celle de Philippe Couillard et peut-être celle de la CAQ également. Vous venez d'assister au lancement de la campagne électorale. PQ a sciemment choisi de cacher la colonne de dépenses qui aurait été contenue, bien sûr, dans le livre des crédits ou dans le budget des dépenses. Et de toute évidence, confirme son intention de fuir en élection. La coalition ne peut pas appuyer ce budget-là, c'est très clair. Puis non seulement on n'a pas de réduction de taxes pour les contribuables, on vient augmenter de 500 $ par année le fardeau fiscal des familles du Québec. Donc, vous venez d'entendre François Legault et juste avant, Philippe Couillard du Parti libéral. Donc, bon, c'est clair, on va aller en élection si le gouvernement du Québec, si Pauline Marois décide de déclencher les élections. Philippe Couillard qui dit que le gouvernement du Québec a caché la colonne des dépenses. La CAQ qui dit qu'on n'appuiera pas ce budget. Peut-être quelques éléments que vous avez soulevés dans cette tonne de détails. Écoutez, une chose qu'on savait d'emblée, c'est que le gouvernement, c'est que ce budget-là ne serait jamais voté par l'Assemblée nationale. Donc, on n'a pas à se poser la question, est-ce que ces mesures-là vont être mises en place ou est-ce qu'elles ne le seront pas? Il s'agit d'un plan. Donc, il s'agit de la feuille de route pour le Parti québécois en vue d'aller vers une élection. Et on le voit clairement, regardez là. On dit on va faire des économies dans les 2 prochaines années en éliminant les commissions scolaires, en abolissant les commissions scolaires. C'est un appel direct aux électeurs de la CAQ. Il s'agit d'une mesure politique. Moi, je doute que dans les 2 premières années, suivant un prochain mandat, on fasse les économies qui sont prévues seulement en abolissant les commissions scolaires. Il s'agit quand même d'un gros changement de structure dans les commissions scolaires du Québec. Même chose pour les investissements dans le Nord. C'est des investissements de longue haleine qui impliquent d'investir dans des infrastructures. S'il s'agit d'un plan politique, là, un peu comme le plan Nord à l'époque Charest, donc on envoie un message politique au niveau des régions. La troisième chose, et une autre chose que je veux souligner, c'est la situation financière du gouvernement du Québec. Peu importe le parti qui sera élu aux prochaines élections, il devra vivre avec. Et donc, au moins, on va vivre avec, au moins, on va aller en élection avec un certain nombre de chiffres. Et un élément qui va être fondamental, c'est le bras de fer avec les médecins. Donc, le ministre Marceau nous a dit 40 % de l'augmentation des dépenses en santé est due au salaire des médecins. Ça fait longtemps que le Parti québécois a les médecins dans son collimateur et s'il s'adonnait que le Parti québécois soit réélu, je vous prédis un bras de fer historique et un conflit historique peut-être avec nos médecins, qui sont, soit dit en passant, très bien payés.
Donc, les médecins qui obtiennent près de 500 millions de dollars de plus par année. Gaétan Barrette, malheureusement, n'est plus avec les couleurs de la CAQ. Mais de façon générale, on dit que le ministre Marceau veut limiter la croissance des dépenses en santé et en éducation à 3 %, tout en coupant 8/10% dans les autres ministères. On peut jongler avec ça? Moi, ça me paraît extrêmement optimiste. Je vois difficilement comment ils vont être capables de limiter les augmentations de dépenses à 2 % à moins de couper dans des programmes. Et puis, je ne vois pas d'intention de ce côté-là. Alors, il y a quand même des choses qui pourraient être faites, puis qui ne sont pas annoncées, entre autres, et c'est des mesures de plus long terme. Est-ce qu'on peut augmenter la productivité des travailleurs du secteur public, par exemple? Il y a plein de mesures qui sont entreprises dans d'autres pays par lesquelles on encourage la productivité dans le secteur public, pas juste dans le secteur privé, mais dans le secteur public aussi. Et ça permet de faire la même chose avec moins d'employés à long terme. Mais je ne vois pas de choses de ce côté-là, autre qu'on va limiter à 2 % la croissance des dépenses. Et quand on sait que 60 % des dépenses de l'État, c'est des salaires qui sont versés, bien, il va falloir qu'à un moment donné, qu'on regarde ça aussi, là, le nombre de gens qui travaillent pour nous. Là. Optimiste, vous aussi, selon vous? Ou... Écoutez, il faut faire la part des choses. C'est certainement mon avis qu'une augmentation des revenus autonomes de 4,5 %, c'est très, très élevé. Maintenant, là, on demande au gouvernement, depuis un certain nombre d'années, depuis presque une décennie, de rationaliser ses dépenses et de contrôler le taux d'augmentation des dépenses. Bon, pour une fois, on a un gouvernement qui l'a fait. Okay? Le vérificateur général le dit, le gouvernement remplit ses promesses. Maintenant, il y a un problème qu'on coupe dans le gras. C'est que quand on coupe dans le gras à l'année 1, mais il reste moins de gras à l'année 2. Puis quand on recoupe à l'année 2, il en reste encore moins à l'année 3. Donc, à un moment donné, du gras, il va falloir en trouver. Et c'est ce que le vérificateur général nous disait, et c'est ce qui semble manquer dans ce budget-là. Maintenant, est-ce qu'on donne le bénéfice du doute au ministre? On peut. Mais il va falloir qu'on nous détaille. On nous détaille la liste des coupures. Et ça risque de faire mal. Et ça... peu importe le parti qui aurait été au pouvoir à Québec, je doute que cette colonne-là, on l'ait fournie aux électeurs juste avant l'élection. À un moment donné, il faut vivre avec le système politique dans lequel on évolue. Donc, OK. Donc, il y aurait été... Et en fait, on n'aura pas les crédits. Mais c'était ma prochaine... Oui, il n'y aura pas le dépôt des crédits budgétaires. Je pense qu'on s'en va en élection avant. En tout cas, c'est ce qu'on a compris. Et si c'est le cas, bien, ça veut dire qu'on reste avec un plan. Et comme Jean-Denis le disait, c'est un plan. Alors, ça va être une plateforme électorale, si on veut. Mais on aura les détails après les élections, j'imagine seulement. D'accord. On fait une autre petite pause, le temps de décortiquer d'autres chiffres pour voir s'il y a vraiment quelque chose pour la productivité. Et on va revenir sur ces chiffres de l'emploi et du chômage tout de suite après la pause. Donc, on revient dans quelques instants à notre émission à la une sur le budget du Québec. Alors, on poursuit sur ce budget du gouvernement du Québec. Je vous résume quelques grandes lignes de ce budget. D'entrée de jeu, les garderies à 7 $. Les tarifs vont augmenter, passant de 7 à 8 $. Autre sujet, eh bien, le Québec compte fusionner certaines commissions scolaires dans le but de réaliser des économies de 125 millions de dollars. Un bras de fer s'annonce également avec les médecins alors que le gouvernement du Québec veut contrôler la hausse des salaires des médecins. Donc, c'est une mesure qui reste à voir. Québec qui veut également serrer la vis aux entrepreneurs dans le milieu de la construction, exiger plus de... Québec veut obtenir plus de comptes rendus concernant tous les travaux privés de 25 000 $ et plus. Quant aux dépenses, on dit que le gouvernement du Québec veut limiter la croissance des dépenses en santé et en éducation à 3 % tout en coupant 8/10% dans les autres ministères. Et nos invités sont toujours avec nous. Monsieur Belzile, peut-être un mot sur le modèle du système de santé qui sera remis en cause dans tout ça? Bien, en fait, d'après ce que je vois, on est en train de quitter le modèle des enveloppes fermées pour les hôpitaux. Présentement, les hôpitaux reçoivent un budget et ils doivent rester à l'intérieur de leur budget. Puis évidemment, rester à l'intérieur du budget, ça veut dire que s'il y a plus de patients qui se pointent, on les veut pas. Un patient, ça apporte seulement des coûts supplémentaires, ça n'apporte pas de revenus supplémentaires. Et d'après ce que je vois, le ministère s'enligne plutôt pour déterminer le coût des actes médicaux et donc payer en fonction des actes médicaux qui sont entrepris. Donc, et ça, c'est une révolution dans notre modèle. Maintenant,
comment ils vont faire pour contrôler tout de même l'ampleur des dépenses des hôpitaux, ça reste à voir. Il n'y a pas de détails là-dessus. Une autre chose qui est vraiment intéressante aussi, c'est que on semble vouloir mesurer combien ça coûte produire des choses. Et ça, c'est une révolution dans notre système. Évidemment, dans l'entreprise privée, mesurer les coûts de production, c'est la première chose, c'est la chose la plus importante pour les entrepreneurs, savoir combien ça leur coûte. Dans le secteur public, c'est pas quelque chose qu'on est habitué de faire. Et puis, on s'enligne pour ça. Et puis ça, je ne peux qu'applaudir cette chose-là. Ben, écoutez, si cette réforme-là se fait, c'est le type de réforme qui va donner davantage de liberté aux patients, davantage de liberté aux hôpitaux, qui va instaurer un certain type de concurrence dans le système, tout en se conformant aux règles de la loi fédérale sur la santé, qui requiert que le système soit financé par le public et géré de façon publique. Et donc, ce serait une très bonne méthode pour améliorer l'efficacité du système de santé. Maintenant, il va y avoir des détails, comme disait Germain, des détails à peaufiner, par exemple. Je ne suis pas certain qu'au Québec, présentement, on ait une idée très, très claire de ce que ça coûte un bras cassé. Par exemple, il va falloir qu'il y ait des consensus là-dessus. Il va falloir aussi que le gouvernement du Québec développe une relation de confiance avec les gestionnaires d'hôpitaux. Parce que vous savez, à une certaine époque, les CLST avaient une autorisation de faire des surplus. On laissait aux CLSC de l'argent à la fin de l'exercice budgétaire, donc on leur permettait de dépenser moins que leur enveloppe budgétaire pour, par exemple, éventuellement financer un gros projet, jusqu'à ce que le gouvernement du Québec, une bonne année, décide de piger dans les surplus pour rembourser le déficit. Donc, il y avait eu un bris de confiance. Il faudra voir quelles mesures sont mises en place par le gouvernement du Québec pour mettre les gestionnaires d'hôpitaux en confiance, pour s'assurer que ce système-là puisse fonctionner. Mais a priori, que je dois dire comme Germain, il s'agit d'une gigantesque réforme. D'accord. Donc, on va surveiller peut-être les réactions dans le milieu de la santé. Maintenant, peut-être que Québec a usé un peu de son influence pour que le vérificateur général dépose son rapport une journée avant la présentation du budget, mais coïncidence ou pas, aujourd'hui, il y a l'Institut de la statistique qui a dévoilé que le PIB du Québec pour le mois de novembre avait reculé de 0,2%. Bon, c'est un mois, on s'entend, mais compte tenu de l'économie québécoise, les prévisions de croissance pour l'économie québécoise, est-ce que vous partagez un peu le même scénario, un peu optimiste? Mais je pense qu'on est plutôt d'accord, Jean-Denis et moi, là-dessus. La croissance n'est pas très forte au Québec actuellement, et puis on ne s'enligne pas pour une croissance qui va augmenter fortement dans les prochains trimestres. Alors donc, peut-être que le budget est un peu optimiste par rapport aux entrées fiscales, à moins que on ait en tête d'augmenter toutes sortes de tarifs et autres. On veut augmenter les tarifs d'électricité, on veut augmenter et donc demander une contribution plus importante de la part d'Hydro-Québec. Et on a plusieurs comme ça augmentations qui sont prévues. Et ça va faire augmenter évidemment les recettes de l'État. Mais s'attendre à ce que la croissance normale, naturelle de l'économie fasse engranger plein d'argent, je pense que c'est un peu utopique parce qu'il n'y a pas vraiment de croissance très forte actuellement. Parce que la dernière fois qu'il y a eu la mise à jour, Nicolas Marceau avait souligné la faiblesse de l'inflation et le fait que ça occasionne moins d'entrées d'argent et que les consommateurs sont également plus prudents. Donc, pour vous aussi, vous êtes d'accord avec Germain concernant la croissance du Québec? Oui, bien d'abord, il faut noter, sur ce que vous venez de dire, il faut noter que les revenus de l'État sont en termes nominaux, donc inclut l'inflation. Si les prix augmentent moins vite, les dépenses sont souvent fixes, mais les revenus, eux, dépendent de l'inflation. Donc, ça nuit beaucoup au gouvernement du Québec, ça, pour ces revenus. Une chose qui s'est passée aussi en 2013, qui était imprévue, c'est une augmentation assez importante du taux d'épargne des Québécois, qui témoigne peut-être d'un manque de confiance envers l'avenir des Québécois. Maintenant, effectivement, on a une croissance faible, ça tout le monde le sait, c'est un fait. Il faut noter que la croissance est faible partout ailleurs, excepté dans les juridictions pétrolières. Là. Donc, à un moment donné, au Québec, une limite à ce qu'on peut faire par nous-mêmes. Donc, la conjoncture mondiale est importante là, pour les revenus du gouvernement du Québec et on ne la contrôle pas. Maintenant, écoutez, pour le PIB du mois de novembre, il y a des effets mensuels là-dedans. C'est le PIB d'un mois. Vous savez, dans le temps des fêtes, le PIB augmente. En janvier, des fois, il recule un peu. Ce qu'on veut, c'est une tendance. Là. Moi, j'aurais davantage tendance à croire les prévisions du secteur privé qui nous donnent à
1,8 à 2 %, mais le taux de croissance qui peut être négatif en un mois donné, c'est un fait divers pour un économiste. Mais considérant ce que vous venez de dire, j'aimerais peut-être revenir au marché de l'emploi. Monsieur Marceau qui veut miser sur son bon bilan en matière de création d'emplois, alors que, au contraire, les partis politiques ont plutôt tapé sur cet aspect-là durant la dernière année. Est-ce que la prochaine année pour le marché de l'emploi peut s'améliorer? Mais ça prend de la croissance. S'il n'y a pas de croissance, il n'y aura pas d'amélioration notable du marché de l'emploi. Écoutez, on n'a pas un marché de l'emploi qui est catastrophique au Québec par rapport à bien des endroits. On n'est pas l'Espagne ou la Grèce, là. Mais il n'y aura pas certainement une croissance importante du nombre d'emplois et des salaires non plus s'il n'y a pas une croissance économique qui est suffisamment importante. Puis à 1,8, 1,2 %, bien, c'est pas... disons que c'est nettement en bas de la moyenne des 25 dernières années, par exemple. Je sais pas si... il faut arrêter de penser là, que dans les premiers 6 mois de son mandat, un nouveau gouvernement est capable de créer 500-600 000 emplois. L'emploi, c'est déterminé par l'investissement, par la conjoncture, par un certain nombre de facteurs sur lesquels les gouvernements n'ont pas contrôle. On nous donne l'impression souvent que le gouvernement a un contrôle, la mainmise sur l'économie, et c'est pas nécessairement vrai. Là. Donc, moi, ce que je comprends de ce que le ministre Marceau nous dit, c'est, il dit aux travailleurs, faites-vous-en pas, on a encore de l'emploi, c'est peut-être pas aussi fort qu'on aurait espéré, mais l'emploi n'est pas tombé au Québec. Maintenant, il faut préparer l'avenir, il faut s'assurer qu'on ait du capital de risque, des investissements, et qu'on ait une stratégie pour le moment, qui sera prête au moment où la reprise va se faire sentir. Et donc, moi, c'est le message que je retiens du budget de Nicolas Marceau. Je ne sais pas si vous avez obtenu cette dépêche, mais on dit que le gouvernement marois entend freiner l'exode des sièges sociaux en protégeant les entreprises québécoises contre les offres d'achat hostiles. Monsieur Marceau qui propose d'apporter 2 modifications à la loi sur les sociétés par action. J'ai pas tous les détails présentement, mais c'est faisable? Écoutez, moi, je suis un peu réticent par rapport à toutes ces choses-là. On est content quand il y a une fusion-acquisition d'une compagnie québécoise à l'étranger, mais on devrait s'offusquer quand la même chose se passe ici. Quand il y a une fusion-acquisition, ça veut souvent dire une infusion de cash. Ça veut dire qu'il y a des gens qui achètent notre entreprise. De façon générale, c'est pas quelque chose qui devrait nous faire peur. Et ça me paraît un peu frileux, disons, comme mesure. Et c'est quelque chose qui peut aussi, dans une certaine mesure, peut-être décourager l'investissement. D'ailleurs, au Canada, on a mis plus ou moins à la poubelle tout le système de tamisage des investissements qu'on avait dans le passé sous Mulroney, je pense, là, justement parce que les investissements étrangers, on les veut, en fait. On ne veut pas laisser tomber ça. Peut-être retourner à Québec pour écouter Nicolas Marceau, étant donné que notre émission tire bientôt à sa fin. On va l'écouter encore quelques instants. Gouvernementale, comme la première ministre l'a souligné avec force lors du discours inaugural d'octobre 2012. Avec le budget 2014-2015, le gouvernement agit pour renforcer la solidarité. En octobre dernier, la première ministre et la ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre du Travail et ministre responsable de la condition féminine, ont rendu public le document « La solidarité, une richesse pour le Québec », dans lequel le gouvernement présente la vision d'une solidarité durable ainsi que les nouvelles étapes des actions entamées. Le gouvernement a alors fait le point sur les initiatives déjà engagées et les nouvelles initiatives visant à agir auprès des personnes, à soutenir ceux qui aident et à préparer l'avenir. Dans le cadre du budget 2014-2015, le gouvernement franchit plusieurs étapes majeures afin de renforcer les politiques de solidarité et d'en assurer la pérennité. Monsieur le Président, l'itinérance est un phénomène social qui nous interpelle plus que jamais. Dans une société aussi riche que la nôtre, la présence de personnes en situation d'itinérance nous touche tous collectivement. Historiquement associée à la population masculine, l'itinérance touche maintenant des femmes, des jeunes, des personnes âgées et certaines familles. L'itinérance est majoritairement présente dans les milieux urbains des grandes villes et celles de taille moyenne. On y est également confronté dans des villes éloignées, plus éloignées des grands centres. Donc, Nicolas Marceau qui s'attaque présentement au problème de l'itinérance. Et l'émission tire bientôt à sa fin et on ne voudrait pas terminer l'émission sans parler de la dette du secteur public. Germain, peut-être un mot sur la dette? Oui, bien en fait, même quand on a un déficit budgétaire de 2 milliards de dollars, en fait, la dette du secteur public québécois, qui comprend le gouvernement du Québec, mais aussi les hôpitaux, les universités, les municipalités, qui sont toutes des dettes qui sont garanties par le gouvernement du Québec, ça augmente de beaucoup plus que ça augmente de fait
facilement une dizaine de milliards de dollars par année. Il y a un compteur de la dette qui est sur le site de l'Institut économique de Montréal qui mesure ça justement, et puis il va être réajusté de 3 milliards de dollars aujourd'hui, à la hausse. Et en fait, on est rendu à 264 milliards actuellement, et selon les prévisions de l'IEDM, la dette du secteur public québécois va monter de 25 millions de dollars par jour au cours de la prochaine année. Écoutez, moi, ce que je remarque de ce budget-là, c'est qu'il y a le ministre Marceau se sent concerné par des questions d'équité. On l'a vu, par exemple, pour les mesures sur le travail au noir, par exemple. Il y a certains contribuables à qui ça dérange que d'autres ne paient pas leurs taxes. Et on l'a vu pour les mesures dans la construction. Pour la question de la dette, bon, ben, écoutez, réduire le déficit très, très rapidement, ça vient avec un certain nombre de coûts, dont des coûts d'équité, et je pense que c'est ce qui inquiète le ministre Marceau. Écoutez, la dette, l'importance de la dette, on calcule ça en proportion du PIB. Pas par, je vais être en désaccord avec Germain là-dessus, là, en proportion du PIB, en proportion de notre capacité de payer. La dette brute du Québec, présentement, c'est 54 du PIB. Il faut rajouter la dette fédérale, etc., etc. Mais c'est élevé, mais c'est pas dramatique. Il faut juste bien la contrôler dans les prochaines années. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Dette nette, si on enlève les actifs, donc qui sont nets des actifs du gouvernement du Québec, 49,8 du PIB. Donc, c'est contrôlable, mais il faut un capitaine très compétent et très solide à bord du navire. Et je pense que c'est l'image que le Parti québécois essaie de lancer aux électeurs aujourd'hui. Donc, très contrôlable à 54 du PIB. Si on a un bon capitaine, Écoutez, la dette fédérale, c'est à peu près un tiers du PIB. Fait qu'ajouter 54 à 33 à peu près, on est rendu pas mal élevé. Hein? On n'est pas à 100 du PIB, mais on est dans les 90, en tout cas, ou pas loin de 90 C'est très élevé. Je voudrais peut-être juste rappeler que dans le dernier budget de novembre, c'est la mise à jour budgétaire de novembre dernier, le ministre Marceau avait dit que c'est extrêmement important que le gouvernement du Québec revienne plus rapidement à l'équilibre budgétaire que les autres provinces, puis il avait donné 3 raisons. On a une récession moins sévère au Québec, on a un endettement plus élevé qu'ailleurs au Canada, et puis en plus, notre population vieillit plus rapidement au Québec qu'ailleurs au Canada. Alors, il avait dit, il n'y a pas très longtemps, c'était en novembre passé, là, il avait dit, il faut qu'on revienne à l'équilibre budgétaire plus rapidement que les autres pour cette raison-là. Et puis là, ben, ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir encore quelques années de déficit budgétaire et d'accumulation de la dette. Bon, il faut pas devenir des fanatiques du retour à l'équilibre non plus. Là. La reprise, la croissance est faible au Québec, la reprise est fragile. De revenir à l'équilibre budgétaire très, très rapidement, ça pourrait avoir des coûts très importants pour l'économie du Québec. Donc, à un moment donné, ce qu'il faut faire, c'est se donner des cibles en fonction du PIB et se donner les moyens de les respecter. Comme j'ai dit, c'est contrôlable, mais il faut avoir une main de fer là-dessus. Et c'est ce que le Parti québécois essaie de faire. Maintenant, si le gouvernement du Québec n'a pas contrôle sur tout, il y a encore moins contrôle sur la dette fédérale. À un moment donné, on ne peut pas se mettre à blâmer le gouvernement du Québec pour le niveau de la dette fédérale puis un certain nombre d'autres facteurs sur lesquels il n'y a aucun contrôle. Il fait ce qu'il peut et c'est peut-être optimiste, mais au moins on nous montre une bonne intention dans ce budget-là. Jean-Denis Garon, merci beaucoup. Germain Bézile, merci encore. Là, il ne devrait pas avoir d'autres budgets pour les prochaines semaines. Merci beaucoup d'avoir été là.